Salut Isabelle. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours avec plaisir pour Regard et avec toi. Merci. Isabelle, tu es journaliste, tu es cofondatrice de l'association France-Palestine Solidarité. C'est d'ailleurs pour parler de ce qui se passe au Proche-Orient que je t'ai invité. Ou plutôt pour parler des répercussions que ça a en France et notamment la difficulté manifeste que beaucoup d'entre nous avons à se mobiliser en soutien au peuple palestinien et maintenant au peuple libanais parce qu'on fait face à une criminalisation croissante de notre mouvement de soutien. Ils veulent interdire les drapeaux palestiniens. Tu dis que tu es en soutien au peuple palestinien, on te dit immédiatement que tu es un antisémite, etc., etc. Toi, comment est-ce que tu considères cette évolution? Est-ce que c'est nouveau, cette criminalisation de la mobilisation en soutien au peuple palestinien? Moi, je me souviens au lycée, j'allais au lycée avec un kéfier, ça posait pas de problème à personne. Aujourd'hui, sortir avec un kéfier dans la rue, je pense qu'immédiatement, on te traite d'antisémite assez rapidement. Donc, est-ce que voilà, il y a une évolution? Ce qui ne nous empêche pas de le faire. Ce qui ne nous empêche pas de le faire, exactement. Comment est-ce que toi, tu juges ce climat en France autour du soutien au peuple palestinien? La première chose, c'est que je pense que la répression, quelles que soient ses formes, qu'elle soit policière avec des gardes à vue, qu'elle soit judiciaire ou avec des tentatives judiciaires, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit de l'ordre de la censure ou de la volonté de censure, la répression est toujours le signe de la peur du pouvoir, de mobilisation populaire et de l'écho potentiel des mobilisations, en l'occurrence de solidarité avec les droits du peuple palestinien. Donc ça me paraît très très clair. Il y a, contrairement à ce qui peut être dit ici ou là, il y a une véritable mobilisation dans l'opinion, et notamment dans la jeunesse en particulier, dans les lycées et dans les universités, en faveur du peuple palestinien et de ses droits, et d'autant plus évidemment depuis les massacres de masse qui sont commis à Gaza. Je rappelle quand même qu'on est aujourd'hui, je déteste citer les chiffres parce que pour moi c'est de la morbidité, ça ne dit pas le quotidien humain. Voilà, il y a 42 000 personnes au minimum qui ont été tuées, 17 000 gamins qui aujourd'hui vivent sans référents adultes, sans leur famille, sans leurs parents, on ne se rend pas compte du traumatisme. Et ça, c'est un quotidien où la mort est devenue banale pour la vie d'un enfant qui, quand on voit ce qui se passe à Gaza, on voit des gosses qui regardent passer des linceuls et c'est devenu leur quotidien, presque normalisé et banalisé, aussi douloureux que ce soit pour eux chaque jour. C'est une famine organisée, etc., etc. Face à tout ça, face à ce qui se joue en Cisjordanie, avec encore plus de morts cette année que l'année dernière, puisqu'il y a plus de 630 Palestiniens qui ont été tués par des colons ou par l'armée israélienne, dans un but d'annexion de leur terre, de leur village, de leurs maisons qui sont volées, notamment à Jérusalem, etc., ou ce qui se passe au Liban, avec aujourd'hui près d'un million et demi, environ 1 200 000 personnes qui ont dû fuir leurs habitations au Liban, comme ça a été le cas à de multiples reprises à Gaza. À Gaza, les gens doivent quitter un territoire, puis le requitter, puis le re-requitter, puis le re-requitter, dans des temps qui ne sont plus des abris, il n'y en a pas un seul. L'opinion publique a compris cela pour une grande partie grâce aux mobilisations, plus que grâce aux médias mainstream, qui ne le montrent pas forcément. Et il me semble que la répression est le signe d'une crainte du pouvoir face à des mobilisations qui sont exigeantes, qui demandent à la France, comme aux pays européens, comme partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, de faire en sorte que le droit soit respecté. Pas seulement d'avoir du déclaratif, qui n'est pas toujours là non plus d'ailleurs, mais d'avoir au-delà des mots des actions utiles, efficaces, pour imposer le cessez-le-feu, pour imposer la fin des massacres, pour imposer la fin de ce que la Cour internationale de justice considère comme un plausible génocide, pour imposer la liberté, la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, la fin d'un siège implacable qui nécessairement amènera à la pérennisation d'une guerre insupportable.
Il faut aujourd'hui faire que le droit soit respecté. Et c'est ce discours-là dont les pouvoirs répressifs ont peur aujourd'hui. Alors tu demandais si c'est nouveau. Je dirais non, c'est pas nouveau, mais c'est d'une ampleur nouvelle. C'est pas nouveau et j'ai plusieurs exemples en tête. L'exemple d'accusation contre des journalistes, par exemple comme Charles Anderlin, lorsqu'il a été accusé de ne pas dire le vrai lorsqu'un enfant palestinien, le petit Mohamed Al-Doura, s'est fait assassiner au début de la seconde intifada. C'est le cas de chercheurs, comme des chercheurs de l'IRIS par exemple. Ça a même été le cas de Stéphane Hessel au moment de la campagne en faveur de boycott des investissements en sanctions. Boycott de produits israéliens qui servent à l'économie de guerre ou à l'économie des colonies, des investissements des entreprises hors des colonies israéliennes, qui sont absolument illégales du point de vue du droit international, et même la France le reconnaît, et sanctions contre toute action de violation du droit international. Bon. Même Stéphane Hessel a été contraint, et on a organisé du coup ça devant le Panthéon, a été contraint de renoncer à une conférence à ce sujet à l'École normale supérieure à l'époque. Ça fait de cela 14 ans aujourd'hui, au lendemain de la guerre menée déjà contre l'une des multiples guerres menées déjà contre le peuple palestinien à Gaza à l'hiver 2008-2009. L'École normale supérieure lui a refusé une salle et on a été obligé d'organiser une conférence devant le Panthéon en extérieur à l'époque. Donc Stéphane Hessel, c'est pas... Bon. Aujourd'hui, il y a effectivement une ampleur nouvelle à cela. Depuis, je dirais, le début de la guerre, la nouvelle guerre contre le peuple de Gaza, qui a suivi ce qui s'est passé le 7 octobre, et que je n'hésite pas effectivement à qualifier d'actes terroristes et de crimes de guerre contre des populations civiles israéliennes, quand ça vise effectivement des civils. Mais en l'occurrence, la logique qui est à l'œuvre à Gaza est une logique qui dure depuis beaucoup plus longtemps, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, que le 7 octobre. C'est une logique de tentative d'effacement d'un peuple, au-delà d'un territoire, de son histoire, de sa mémoire, des vies évidemment humaines, et aujourd'hui avec une ampleur inédite qu'on n'a jamais vue. Dès le 12 octobre, Darmanin avait demandé au préfet d'interdire toute manifestation de solidarité avec les droits du peuple palestinien, quelle qu'elle soit. Ça lui a été refusé par la justice française, qui a dit on ne peut pas généraliser, c'est pas vrai que la solidarité en faveur du droit est une solidarité qui menace l'ordre public, donc il faut prendre du cas par cas. Il a été obligé de reculer là-dessus. De la même façon que le pouvoir a été obligé de reculer sur le droit au boycott et à BDS, qui est une manière tout à fait pacifique et pacifiste de réclamer que soit imposé le droit international. On avait des militants qui étaient, suite à une demande d'Alioumari à l'époque, qui était à l'époque garde des Sceaux, qui avait demandé à ce que tous ceux qui prônaient ce BDS soient sanctionnés de manière complètement infamante pour appel à la haine raciste contre les juifs. Ce qui était évidemment aux antipodes de la démarche de ceux qui prônent le droit et l'antiracisme. L'antiracisme contre qui que ce soit, inclus contre les Palestiniens. Donc, Alioumari a été retoqué par... et on avait des amis en procès, notamment en Alsace. Elle a été retoquée par la justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu appel. Et là, très récemment, enfin au début de l'été, la justice française a donné raison aux gens qui prônent le BDS, au nom du droit d'expression, dès lors que c'est une expression qui est, se veut, se dit pacifique, pacifiste et respectueuse des droits de chacun, et vraiment traiter des gens qui défendent le droit international et les droits de chacun avec cette infamie d'antisémitisme, c'est extrêmement crasseux. Donc là, depuis, les choses se sont développées, on a des gardes à vue. Par exemple contre une jeune infirmière qui est partie, qui a découvert la réalité de Gaza en allant aider sur place dans un hôpital et qui témoigne en France de l'horreur qu'elle a vue. Elle est partie 2 semaines
Elle a risqué sa vie, cette jeune femme, pour aller sauver des vies quand il était possible de les sauver, parce qu'il n'y a plus de produits, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'anesthésiques, ni pour des césariennes, ni pour des amputations. Il y a une moyenne, j'ai horreur des moyennes, de 10 gosses par jour qui subissent des amputations de jambes ou de bras ou autres, sans anesthésie, donc c'est terrifiant, c'est terrifiant. Elle témoigne de tout ça, hop, elle est en garde à vue, c'est absolument hallucinant. Des étudiants, ceux de Sciences Po, ceux de la Sorbonne, des lycéens, de lycées parisiens, etc., etc. Donc je trouve que oui, il y a une ampleur nouvelle à cette répression, mais qui témoigne encore une fois d'une mobilisation, d'une ampleur nouvelle elle aussi. Et de la même façon, il y a des OQTF. On a une militante palestinienne de Gaza qui était invitée en France l'an dernier. Et le jour où a témoigné, 72 ans elle avait l'an dernier, le jour où 29 personnes de sa famille sont assassinées par un bombardement israélien, elle reçoit l'ordre elle est arrêtée, placée en garde à vue, puis mise en résidence surveillée, et elle est renvoyée du territoire français. On a des journalistes qui gagnent des prix au Visa pour l'image de Perpignan, 3 journalistes qui n'ont pas pu venir. Et le maire de Perpignan, qui est d'extrême droite, qui refuse de lui remettre un prix. Et c'est là où on voit que finalement, il y a une collision entre ceux qui soutiennent le droit inconditionnel d'Israël en dépit des droits des Palestiniens, et qui soutiennent la politique israélienne d'extrême droite, où que ce soit, et l'extrême droite européenne et ailleurs. Ça, c'est pour nous extrêmement clair. Il y a vraiment cette collusion, et qui n'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un gouvernement d'extrême droite en Israël. Donc ça, c'est clair. Enfin, c'est un gouvernement de suprémacistes, très ouvertement raciste, ouvertement. Et quiconque, selon Netanyahou ou ses affidés en France, soutient le projet israélien de colonisation de la mer au Jourdain, quiconque soutient le projet de cadastre mis en place selon la Bible et non pas selon le droit, sont des alliés du gouvernement Netanyahou, même si ce sont les pires antisémites, même si toute leur histoire le démontre, dès lors qu'ils soutiennent la politique de ce gouvernement et dès lors qu'ils ont un ennemi commun qui est l'islam et l'islam politique. Donc je pense qu'on est dans ce moment-là en particulier. Alors, là, tu m'as parlé de la répression par le pouvoir, par des outils que sont éventuellement les lois et les règlements, les décisions des préfets, l'intervention de la justice. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus pernicieux, tu en as un peu parlé, c'est l'accusation en antisémitisme. Je parlais il y a quelques mois avec une responsable confédérale de la CGT qui me disait, nous on a du mal à mobiliser sur cette question, non pas parce que les militants ont peur de se faire enfermer ou ont peur de la police ou de la justice, les militants de la CGT, c'est pas ça ils n'ont pas peur, mais en revanche, le stigmate antisémite est quelque chose qui les effraie. Et donc du coup, c'est comme ça qu'elle justifiait le fait qu'il n'y ait pas assez de monde, selon elle, militant de la CGT, dans les manifestations en soutien au peuple palestinien. Comment toi tu juges ce truc qui est beaucoup moins tangible que ce dont tu parles, de la répression officielle du pouvoir, et comment est-ce qu'on le contourne, comment est-ce qu'on le combat, est-ce que dans une certaine mesure tu considères peut-être que c'est justifié? Bon, je ne le crois pas, mais... Bon, qu'il y ait quelques éléments qui deviennent antisémites, c'est incontestable avec la politique israélienne actuelle. Mais c'est marginal, et j'ose dire qu'il faut d'autant plus combattre frontalement l'idée selon laquelle soutenir les Palestiniens serait antisémite, que prétendre que soutenir les Palestiniens est antisémite est en soi antisémite. Pourquoi ? Parce que quand on dit soutenir les Palestiniens, c'est antisémite, ça suppose d'abord que
Il y a une opinion homogène chez les citoyens de confession, de culture, d'origine, d'histoire juive dans ce pays, ce qui les réduit à autre chose que des citoyens, ce qui est quand même hallucinant. Deuxièmement, parce que ça laisse supposer que les citoyens de ce pays, parce que juifs, quelle qu'en soit confession ou origine ou autre, seraient nécessairement des suppôts d'un gouvernement criminel. Et c'est ça qui est antisémite. C'est ça qui est antisémite. C'est laisser croire ça. Et puis, quand même, que certains osent s'allier avec le Rassemblement national, en dépit de son histoire et en dépit de ce qu'on connaît du Front national et du Rassemblement national aujourd'hui, au nom d'un soutien à la colonisation israélienne, il y a quand même quelque chose d'hallucinant là-dedans. Donc je crois qu'il faut non pas en avoir peur, mais au contraire retourner la charge. Parce que ceux qui font de l'antisémitisme aujourd'hui dans ce pays et qui du coup empêchent le véritable et indispensable combat contre l'antisémitisme sont ceux qui osent prétendre que s'en prendre à la politique de l'État d'Israël serait s'en prendre aux Juifs. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il n'y a pas d'homogénéité. Alors, il y a des lois qui sont aujourd'hui proposées par des sénateurs ou députés qui sont par exemple de la tendance de Ciotti. Ça a été le cas là il y a quelques jours, a été déposé un projet de loi qui vise à redéfinir l'antisémitisme, qui met d'ailleurs dans le texte de présentation du projet de loi qu'un nouvel antisémitisme serait en cours du fait de l'arrivée en masse de migrants musulmans. C'est-à-dire, si ça, c'est pas du racisme, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement. Qui veut interdire l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme. Je veux dire alors, ça veut dire qu'on arrêterait de ce point de vue-là, ou qu'on sanctionnerait une grande partie des juifs de ce pays, qui sont eux-mêmes antisionistes. Il y a quand même un sacré paradoxe, dont des enfants de parents déportés ou de grands-parents déportés, etc. C'est hallucinant. Il y a une diversité d'opinions, elles ont le droit de citer, mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut condamner pour antisémitisme et racisme ceux qui osent prétendre que les Juifs de France seraient des suppôts de l'État d'Israël et de sa politique actuelle, et en particulier de sa politique criminelle, raciste, néo-nazie, menée à Gaza, en Cisjordanie ou ailleurs. Je crois que c'est extrêmement clair et qu'il faut le faire. Cela dit, c'est évidemment infamant, ce type d'accusation. Et je conçois très bien que des gens aient peur d'avoir cette étiquette, mais c'est précisément parce qu'ils sont en lutte contre l'antisémitisme qu'ils refusent d'avoir cette étiquette, donc il ne faut pas tout mélanger. Et il y a un deuxième thème qui revient fort, en particulier dans la période récente, c'est celui d'apologie du terrorisme. Et les deux se complètent dans l'argumentaire idéologique de ceux qui soutiennent aujourd'hui la politique israélienne. Et je crois qu'il faut qu'on y soit très attentif et qu'on la dénonce pour ce qu'elle est, plutôt que d'en avoir peur. Mais d'après toi, parce qu'il y a aussi toute cette problématique on en parlait avec Catherine Tricot, qui est la directrice de Regard, de l'indifférence en fait à l'antisémitisme et à la lutte contre l'antisémitisme. Ce qui est en vérité, ce qui est presque plus reproché, je me souviens par exemple de Jeremy Corbyn, qui avait été accusé d'être antisémite. En vérité, effectivement, il y avait quelques phrases qui étaient toujours mises en exergue, comme c'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon et certains membres de la France Insoumise, etc. Mais en vérité, ce qui leur est plus profondément reproché, c'est leur indifférence à l'antisémitisme et le fait que ne soit pas mis en place dans les espaces dont on parle, que ce soit des espaces politiques, syndicaux ou associatifs militants, de penser en fait sur cette question. Et moi, c'est toujours un peu ce qui me dérange, c'est que je vois bien que dans les structures dont on parle, que ce soit des partis, des syndicats ou des associations, la réflexion sur la question de la lutte contre l'antisémitisme, quoique marginal, comme tu l'as dit, ne soit pas très poussé.
tu vois. Ben, ça dépend où. Moi, je me souviens, dans les universités d'été que mène la FPS, avoir eu des sessions spéciales sur cette question. L'association France-Palestine Solidarité, oui, tu as raison de le rappeler. Des sessions spéciales sur le danger que représentent, par exemple, les thèses de Dieudonné ou d'autres, ou de Soral ou d'autres, et pourquoi c'était un véritable danger de la part de ceux qui utilisent consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, le combat, qui confondent le combat contre la politique israélienne et les Juifs de France. Et pourquoi il ne fallait pas se laisser prendre au discours d'organisations qui précisément prétendent que condamner Israël serait antisémite et qu'il ne fallait pas les croire. Parce que les deux, d'une certaine façon, le sionisme est né de l'antisémitisme. Et oui, le sionisme est né de l'antisémitisme avec son caractère paroxystique par le génocide des Juifs d'Europe par les nazis. Le sionisme en est né de cela. Et le sionisme, en même temps que la recherche d'un refuge pour ceux qui n'en avaient pas en Europe, je pense en particulier aux pogroms qui ont eu lieu après 1945, en Pologne et autres, qui voyaient les portes de l'immigration aux États-Unis fermées, etc., etc., le sionisme est apparu pour un certain nombre de gens comme la promesse d'un refuge. Parce que d'autres leur fermaient les portes, tout simplement. Mais en même temps, ça s'est vraiment construit comme un phénomène colonial, véritablement, puisque l'existence des Palestiniens devait être effacée de la terre, de cette partie de la terre, l'histoire palestinienne. Et l'histoire, je dirais, pluriculturelle, plurireligieuse, diverse, comme par exemple à Jérusalem. Jérusalem est une cité par définition à l'origine multiculturelle. C'est l'histoire qui a porté ce multiculturalisme. Et le fait de considérer aujourd'hui qu'une seule frange de ce multiculturalisme avait droit de cité et que les autres devaient en être exclus, ça c'est complètement colonial et raciste. Donc en fait, et puis deuxièmement, je pense qu'il y a aussi il y a eu une vision séculière du sionisme, très clairement, qui n'en était pas moins un sionisme colonial aussi. Et il y a une vision aujourd'hui ultra-religieuse et avec laquelle s'est allié Netanyahou, qui n'est pas plus religieux qu'autre chose, mais Netanyahou s'est allié avec une extrême droite fasciste et une extrême droite religieuse, qui, encore une fois, je le répète, mais considère que l'Ancien Testament est le cadastre actuel de cette partie du monde. Donc il y a quelque chose là-dedans de très... qui peut apparaître contradictoire. Mais en fait... Et je crois qu'il faut vraiment revisiter cette histoire coloniale et qu'il y a de ce point de vue sans doute dans la machine de guerre idéologique qu'on connaît aujourd'hui en France, dans la machine de guerre sécuritaire, une machine de guerre issue aussi du regard orientaliste tel que le décrivait Edward Said sur le monde arabe, sur les peuples colonisés, de la part de l'Occident. Il y a aussi ça qui joue. Je parle des dirigeants pour le coup. Mais que tout cela ne doit pas... Qu'est-ce que tu appelles exactement regard orientaliste ? Un regard qui définit l'autre, qui définit l'Occident par rapport à l'autre, qui se prétend civilisateur, qui se prétend défenseur d'une vision du monde qui seule serait universaliste, démocratique, etc. Et on voit bien que c'est tout le contraire aujourd'hui, d'ailleurs. Quand on a l'Afrique du Sud qui porte plainte pour risque de génocide en Palestine par Israël devant la Cour internationale de justice, et que d'autres États qui n'hésitent pas à porter plainte contre des États du Sud, mais qui refusent de le faire contre Israël, on voit bien de quel côté aujourd'hui est le droit et est l'héritage de relations internationales fondées sur le droit international, telles que l'on avait essayé, ou nos anciens avaient essayé de la mettre en place, de façon sans doute incomplète, mais tout de même, lors du procès de Nuremberg contre le nazisme. Donc, je crois que c'est ça qui est en jeu. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a des risques d'antisémitisme en France. Il y a une vraie montée d'actes de paroles antisémites. Il faut les combattre. Ceux qui prétendent que soutenir Israël
c'est bien, et que ceux qui condamnent Israël sont antisémites, contribuent à la montée de cet antisémitisme, et je crois qu'il faut le dire et le répéter. Et en même temps, il y a une montée d'autres racismes dont on ne parle pas. Ceux qui sont le plus victimes aujourd'hui de racisme en France, selon la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits dits de l'homme, des droits humains, c'est les Roms. Qui en parle ? Qui en parle ? On n'en parle pas. Et ce sont eux qui sont les plus victimes de racisme aujourd'hui en France. Donc je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça. Ensuite, faire des manifestations prétendument contre l'antisémitisme, qui, dans les mêmes manifestations, acceptent la présence d'une extrême droite dont on connaît le racisme comme fondement, et par ailleurs se font avec les drapeaux des seuls Israéliens, pas de drapeau palestinien évidemment, et des drapeaux israéliens qui sont aujourd'hui le drapeau d'une société diverse, mais où l'extrême droite, prenant l'écrasement, la famine, etc., d'un peuple, est aujourd'hui au pouvoir, il y a quand même quelque chose de très très grave, très très grave. Moi, je vais te dire mon sentiment profond sur ce sujet, parce que je suis souvent amené sur les plateaux télé à en parler. C'est que l'absence de perspective et d'horizon de paix pour le Proche-Orient fait que il y a une polarisation extrême, un campisme en fait nécessaire. On te demande de choisir ton camp. Alors est-ce que tu es du côté des Juifs ou du côté des Arabes? Est-ce que tu es du côté des Israéliens ou des Palestiniens? Est-ce que tu vas défendre le Liban ou le droit indéfectible d'Israël à se défendre et à créer des zones tampons de sécurité qui vont aller, je sais pas, jusqu'à Ispahan. Donc il y a ces logiques-là, mais c'est l'absence de perspective de paix quand même sur ce territoire. Moi, je partage totalement ce que tu dis. D'une part, sur les regards campistes. C'est des regards absolument absurdes, je veux dire. Absurdes et dangereux. Il faut savoir ce qu'on défend. On ne défend pas un pays contre un autre. Face à deux impérialismes, on défend le droit. Et c'est le droit qu'il faut défendre, le droit international. Il est incomplet, il est le fruit de longues batailles politiques, il est le fruit de rapports de force politiques, d'accord. Mais c'est ce qu'on a à notre disposition, c'est le droit international, c'est ça qu'il faut défendre. Après, dans la bataille par exemple entre Israël et l'Iran, moi j'ai pas du tout envie de défendre davantage l'Iran qu'Israël, d'une certaine façon. Israël est un pays occupant, est un pays colonisateur, est un pays qui mène une politique anachronique, puisque c'est au moment de la décolonisation que la colonisation israélienne a prospéré et continue à prospérer aujourd'hui dans le crime et dans le sang. Donc ça c'est très clair. Est-ce que ça donne envie de défendre l'Iran pour autant? Certainement pas. De le défendre contre une attaque israélienne, évidemment. Que les dirigeants en place aujourd'hui à Tel Aviv souhaitent obtenir un consensus international contre Téhéran et contre le pouvoir de Téhéran pour justifier sa propre politique, c'est évident aussi. Et tout ça, on n'en veut pas davantage. Est-ce qu'il faut défendre le Hezbollah? Le Hezbollah est une organisation libanaise, purement libanaise. Point. Et qui à la suite des invasions israéliennes du Liban, est devenue la seule force de résistance organisée au Liban. Il y a quand même des petits liens avec l'Iran. Et en même temps, le Hezbollah est une organisation soutenue par l'Iran et qui a été massacrée des populations en Syrie en soutenant le régime de Bachar el-Assad. Donc, je veux dire, le problème n'est pas de choisir son camp, c'est une vision qui n'a jamais été bonne, je pense, historiquement, y compris pendant la guerre froide, mais qui l'est encore moins aujourd'hui quand il y a des impérialismes qui essayent de se battre les uns contre les autres. Donc, mais aujourd'hui, la Hezbollah défend, aujourd'hui, ça ne justifie en rien les crimes qui ont été commis en Syrie, etc., mais aujourd'hui défend son territoire contre des bombardements massifs de la part d'Israël, et qui a essayé par ailleurs de créer un front au nord d'Israël
très faiblement d'ailleurs, mais qui a essayé de créer un front au nord de la frontière israélienne, quand Israël bombardait la population civile et continuait à bombarder la population civile de Gaza quotidiennement, tous les jours, toutes les nuits, etc., etc. Donc je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, en dehors de toute idéologie. Et qu'effectivement, comme tu le dis, seule une vraie perspective de paix permettra à cette région du monde de s'en sortir. Sauf que la paix, ça peut être la paix des cimetières. Et la paix des cimetières, personne n'en veut, enfin personne, je veux dire, de ceux qui défendent le droit en tous les cas. Une paix suppose l'égalité des droits. Et ça, les dirigeants israéliens n'en veulent pas. Une paix suppose l'indépendance des Palestiniens, les dirigeants israéliens n'en veulent pas. Une paix suppose la justice et l'égalité et le droit des Palestiniens à l'autodétermination, ils n'en veulent surtout pas. Donc des perspectives de paix, nécessairement, suppose une intervention internationale, suppose des sanctions contre l'impunité, pour mettre un terme à l'impunité, suppose des sanctions contre les massacres, suppose des sanctions contre la colonisation, suppose des sanctions contre l'occupation, et à nouveau solliciter la Cour internationale de justice a rappelé d'ailleurs l'illégalité de l'occupation de l'intégralité du territoire palestinien, Gaza, Jérusalem-Est, Cisjordanie. Donc il est temps de sanctionner la politique israélienne, de mettre en place de véritables perspectives de paix, non pas des négociations dans un tête-à-tête dissymétrique entre Israël l'occupant et les Palestiniens les occupés, enfin aujourd'hui les massacrés je dirais, plus qu'avant, mais avec un parapluie international qui fasse en sorte que le droit soit respecté et que ce qui est en discussion, ce ne soit pas le droit international, mais les modalités de son application, ce qui est tout à fait différent. J'ai une dernière question, Isabelle. J'entends ce que tu dis, mais j'aimerais revenir à la question de la mobilisation pour finir. Aujourd'hui, on voit bien que les voix concordantes, on va dire, de Gutiérrez, Villepin, la présidente de MSF et certains partis politiques de gauche ne sont pas suffisantes à créer une mobilisation d'ampleur, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour modifier ce rapport de force dans le concert des nations. C'est quoi, là, on en est à plus d'un an après les attaques du 7 octobre et la nouvelle guerre qui s'en est suivie à Gaza et maintenant au Liban. C'est quoi les outils que l'on a ou que l'on pourrait avoir, que l'on devrait développer pour essayer de faire que cette mobilisation, elle remporte enfin des succès sur la scène internationale? Alors elle en a remporté un peu quand même, c'est le cas de BDS par exemple. Toute une série d'entreprises ou d'universités ont cessé leur coopération internationale avec des entreprises israéliennes et notamment des entreprises qui faisaient du profit dans les colonies israéliennes au détriment des Palestiniens. Donc on a quelques succès. Ça ne veut pas dire qu'on aboutit au cessez-le-feu, ça c'est très clair. La répression aux États-Unis notamment qui continue à surarmer Israël, la répression en particulier dans les universités est extrêmement forte avec des enseignants, des étudiants qui sont dégagés de leur poste et autres. Elle est très violente, réellement. Mais pour autant, je crois que rien ne remplacera des exigences de sanctions. Alors, il y a quelques années, on avait réussi à obtenir le report de la ratification de l'accord d'association avec Israël. C'était en 1996 et Netanyahou était déjà au pouvoir. On en était encore dans les négociations suivant Oslo, que les dirigeants israéliens, donc Netanyahou dont Netanyahou refusait de respecter les premiers termes et les premiers accords. Donc. Et cette mobilisation a permis de retarder par le Parlement français et le Parlement belge à l'époque la ratification de l'accord d'association. Les autres parlements européens l'avaient déjà ratifié, mais en tous les cas dans ces deux pays. On nous avait dit vous tiendrez 15 jours, on a tenu 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'élection d'Ehud Barak en mai 1999. Ehud Barak étant, je le rappelle quand même au passage, celui qui au sein du Parti travailliste était
de façon très fervente, militant anti-accord d'Oslo. Hein. Mais enfin, il est devenu le nouveau Premier ministre. Il est resté pendant des mois et des mois et des mois qualifié de nouveau Premier ministre, et ça a valu la ratification de l'accord d'association. Aujourd'hui, ce ne sont pas que des associations qui demandent la suspension de cet accord. On a des dizaines de parlementaires dans plusieurs pays européens et à l'échelle européenne et au Parlement européen qui réclament la suspension de cet accord, lequel accord a non pas une clause mais un article, l'article 2, qui mentionne de manière tout à fait explicite la nécessité par les parties contractantes de respecter la démocratie et le droit international. Et dans le droit international, il y a évidemment le droit humanitaire et le droit de la guerre. Donc je crois qu'il y a là un élargissement tout à fait important de cette exigence. Ensuite, il y a la reconnaissance de l'État palestinien. Plusieurs pays européens l'ont fait, l'Espagne, même la Norvège. Et je pense que, et bon, d'autres aussi, la Slovénie, etc. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui exiger de notre propre État cette reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'on passe par-dessus le droit des Palestiniens de s'autodéterminer. En tout état de cause, aujourd'hui, l'État qui ne définit pas ses frontières et qui n'a toujours pas de constitution, c'est l'État d'Israël. Il n'a jamais défini ni ses frontières ni sa constitution. Il a une loi fondamentale qui fait office de constitution, qui a été modifiée en 2018 au nom de l'État-nation du peuple juif et de lui seul, ce qui n'a valu d'ailleurs absolument aucune remarque de la part des dirigeants du monde, ou quasiment, enfin en tous les cas européens, en dépit du caractère raciste de ce changement de loi fondamentale, inscrit non plus dans les faits mais aussi dans les textes. Aujourd'hui, une reconnaissance de l'État de Palestine permettrait d'inverser la logique, c'est-à-dire non plus de dire on reconnaîtra l'État palestinien quand la négociation entre Israël et les Palestiniens aura abouti, mais on reconnaît l'État et sur cette base, il faut maintenant mettre un terme à l'occupation de la Palestine et on soutiendra une négociation sur la base de l'existence aussi de cet État. Alors ça ne veut pas dire qu'on est à côté, qu'on est proche de cela, mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut développer encore et encore, et je crois que le travail que fait Regard y contribue d'ailleurs, développer encore et encore la mobilisation populaire en faveur du droit international, en faveur du droit international humanitaire évidemment pour la population de Gaza et les gamins de Gaza, en faveur aussi d'un soutien financier, par exemple au Secours médical palestinien qui mène un boulot sur place considérable en dépit du ciblage par les snipers et les bombardements israéliens de son personnel, que ce soit personnel médical, ambulance, etc. etc. Voilà, il y a un soutien financier aussi à leur apporter massif, mais à côté de ça, il y a un soutien politique qui est un soutien au droit, un soutien antiraciste contre tous les racismes et pour que prévale enfin le droit international qui est la seule perspective aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi Pablo.